Du coup, 14h05, je vous propose de commencer avec une introduction par Bertrand Leurin. Merci Damien. Donc Bertrand Leurin, responsable du département e-santé à l'ARS. Tout d'abord, vous remercier de votre participation à ce premier webinaire autour du chantier MIE et RIE et de la sécurisation de la démarche d'identification et d'authentification des professionnels en établissement. Peut-être vous dire, on est dans une configuration un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on a profité du CORS, qui est le comité d'interaction du GRAD avec les DSI de GHT, pour être amicalement hébergé pour cette séance et ce webinaire. D'où cette configuration un petit peu particulière. Donc voilà, cette réunion de lancement avec un travail important qui est devant nous collectivement, induit et qui s'inscrit dans le cadre du Ségur du numérique et des travaux que le ministère souhaite prolonger avec les régions. Un premier webinaire qui va vous permettre de découvrir et d'appréhender un certain nombre d'éléments de compréhension que Damien vous présentera. De compréhension de la démarche avec un rappel du cadre et puis les différents chantiers qui seront devant nous collectivement. On sait qu'ils vont être impactants pour chacun, tant sur le volet technique qu'organisationnel. On sait également que la maturité des établissements peut être variable, donc vous saurez compter sur le soutien et l'appui de l'ARS, mais également du GRAD, également de nos partenaires de l'assurance maladie. Et je tiens encore à remercier la DCGDR et Carole pour leur participation à nos côtés. Sans plus tarder, je vais peut-être te laisser reprendre la parole et merci encore à tous. Pour les derniers arrivants, vous pouvez utiliser le lien qui est présent à l'écran pour participer, on va dire, activement au webinaire, puisque en début de session, il y aura 2 petites questions pour essayer de comprendre, notamment au niveau de l'audience aujourd'hui, quels sont les niveaux de maturité par rapport à ces sujets-là, pour que je puisse adapter le discours et le rythme de la présentation en fonction du niveau de maturité de chacun. Alors, l'ordre du jour, donc vous avez dû le voir dans l'invitation, donc un premier temps sur le rappel de la réglementation PGCSIS. Un deuxième temps sur des éléments plus pratico-pratiques en termes de projets induits pour les structures de santé. Et puis, pour terminer, faire le lien entre ce sujet PGSSIS et le programme Ségur numérique et Open2. Donc pour ceux qui ont activé le lien, une première question, quel est votre niveau de connaissance de la PGSSIS? Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de maturité. On va dire le niveau le plus faible, c'est que vous ne savez déjà pas ce que veut dire ce sigle-là. Le deuxième niveau, c'est que vous n'avez pas forcément pris connaissance de la réglementation PGSSIS et des documents opposables. Troisième niveau intermédiaire, on va dire, c'est que vous avez déjà lu la PGSSIS sans forcément vous projeter dans une mise en œuvre pratique. Quatrième niveau, c'est que vous avez lu la PGSSIS. Et puis, dernier niveau, vous êtes un expert du sujet, puisque vous connaissez par cœur la PGSSIS sans forcément avoir besoin de rejeter un œil dessus. Donc, on va laisser juste 30 secondes. C'est une réponse plutôt simple. Alors, pour ceux qui sont arrivés en retard, le lien est dans la converse.
On va clôturer. On va clôturer cette première question. Ok, bon bah c'est plutôt homogène. Donc voilà, bah c'est bien. C'était un peu l'enjeu de ce premier webinaire, c'était de remettre un petit peu tout le monde sur la même base de discussion. Donc du coup, bah, ça confirme l'enjeu de ce premier temps d'échange et de présentation. Deuxième question, donc effectivement, au-delà de la connaissance en tant que telle de la réglementation, c'est où en êtes-vous au niveau de votre plan de travail établissement? Donc premier niveau, il n'y a rien qui a été mené sur la PGSSIS. Deuxième niveau, vous êtes en cours de réflexion. Troisième niveau, vous avez défini la stratégie, mais vous ne l'avez pas encore mis en œuvre. Quatrième niveau, vous êtes en cours de mise en œuvre, mais partielle. Et dernier niveau, vous êtes conforme 100% à la PGSSIS. Alors effectivement, je vois la question là en direct. On est plutôt sur le volet des sujets opposables. Effectivement, on l'a pas précisé dans la question. Et notamment la partie opposable sur l'authentification, l'identification des professionnels et des personnes physiques. Le truc, c'est pour faire du sondage. Afficher les résultats. Ok, donc bon, c'est plutôt cohérent avec les réponses qu'on a vues précédemment, hein. Donc on a plutôt un niveau de maturité initial, quasiment la moitié, et puis effectivement d'autres établissements qui ont pu avancer plus complètement dans ce sujet-là, avec des résultats potentiellement mis en œuvre partiels pour un peu moins de 10% des présents aujourd'hui. Du coup, sur la présentation en tant que telle, donc, on va démarrer par la présentation de base de la réglementation. Alors, quelques rappels. Donc, PGSSIS, ça veut dire Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Vous allez souvent entendre parler de RIE et de MIE. RIE, ça veut dire référentiel d'identification électronique, et MIE, c'est le moyen d'identification électronique. Donc le référentiel, on va dire que c'est la réglementation, et le moyen, c'est ce que vous allez mettre en œuvre sur le terrain pour notamment gérer les systèmes d'identification et d'authentification. Ça concerne l'ensemble des services publics et privés, professionnels de santé, les secteurs médico-social et social, les établissements de soins et les offreurs de services. Donc c'est vraiment l'ensemble de la dimension de l'écosystème santé. Elle s'applique, la PGCS, sur les outils informatiques, les services numériques qui manipulent de la donnée de santé personnelle. Donc voilà, c'est globalement l'ensemble des outils utilisés dans la e-santé. Et donc l'objectif de cette réglementation-là, c'est d'assurer un niveau minimum de sécurité garantissant l'accès justifié aux données de santé. Vous avez quelques liens. De toute façon, le support vous sera partagé après la réunion. Donc vers les pages ANS qui sont la référence pour cette réglementation-là. Donc la page PGSSIS et puis surtout la page vers le corpus documentaire de cette politique générale de sécurité.
Donc, dans le corpus, vous allez retrouver 5 référentiels, dont 3 opposables. Alors, les 3 opposables, c'est des référentiels d'identification électronique qui s'adressent à différentes cibles, en tout cas qui concernent différentes cibles. Vous avez un premier référentiel pour les usagers, donc les utilisateurs, patients ou les personnes prises en charge au niveau du médico-social. Vous avez un référentiel d'identification électronique personne morale. Donc ça, c'est tout ce qui va toucher aux critères de certificat logiciel. Ces éléments-là que vous avez pu travailler dans le cadre du Ségur Vague 1. Et puis, le référentiel qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le référentiel associé à personne physique. Donc on verra, il y a une petite définition derrière, ce terme personne physique. Une information toute fraîche qu'on vous partage aujourd'hui, ce référentiel va évoluer puisqu'il date de 2022. Il est en cours de réécriture par la DNS et l'ANS et il y aura une concertation qui sera lancée sur ce nouveau référentiel d'ici fin d'année. Un atterrissage du nouveau référentiel, on va dire T1 2026, voire T2 2026. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est pas forcément de rentrer dans tous les détails de ce référentiel-là. On va surtout vous présenter les éléments qui ne vont pas bouger et sur lesquels il faudra de manière certaine travailler. Et vous avez des guides à côté, etc., qui vous permettent de mieux vous familiariser avec la réglementation. C'est pas forcément l'objet du jeu. Donc du coup, de manière globale, l'objectif de cette réglementation PGSSIS, c'est de définir le niveau minimum de garantie sécurité attendu s'agissant des modalités d'identification électronique des utilisateurs des services numériques de santé. Quand on parle utilisateur et quand on parle personne physique, on parle des personnes qui utilisent le service numérique dans le cadre de leur activité professionnelle. On exclut les utilisations dans le cadre des activités privées, puisque ça, c'est régi par le référentiel usage. L'identification électronique, c'est 2 concepts derrière tout ça. Il y a un premier concept qui est l'identification, donc c'est communiquer une identité, et un deuxième concept qui est l'authentification, qui consiste à prouver son identité. Le moyen pour avoir une identification électronique, c'est le MIE. Donc le MIE, il va vous permettre de vous authentifier auprès d'un service numérique tout en véhiculant une identité. Et c'est ce système qui va permettre de répondre aux exigences d'identification électronique. Donc, de manière très concrète, un MIE, ça peut être un logging mot de passe, ça peut être les cartes CPS, ça peut être les ICPS. Chacun est associé à un niveau de garantie de sécurité faible, substantiel ou élevé, qui sont justement définis dans le cadre de la PGSSIS. Dernier concept avant de rentrer dans le vif du sujet, donc données d'identité. On appelle données d'identité le couple identifiant d'une personne physique et l'ensemble des traits d'identité associés. Donc, de manière concrète, l'identifiant, ça peut être par exemple le login. Les traits d'identité, je ne reviens pas dessus, voilà, c'est nom, prénom, état civil, rôle potentiellement aussi que cette personne a. Ça peut être aussi le RPPS, s'il a une identité nationale. Voilà. Le répertoire d'identité, ça va être le réceptacle de ces données d'identité. Il peut être local ou national. Et enfin, les 2 derniers concepts, c'est fournisseur de service. Donc fournisseur de service, ça va être l'offreur du logiciel, donc éditeur logiciel, et le fournisseur d'identité, ça va être communément les établissements de santé, puisque c'est vous qui êtes garant de l'identité numérique des professionnels de santé, notamment à travers la délivrance de moyens d'identification électronique. La slide la moins digeste du jour, mais qui était nécessaire, c'est de rappeler le concept de service numérique sensible, puisque le référentiel s'applique sur les services numériques sensibles. Je vais tout de suite à la fin du diapo. Les services non sensibles, ils ont potentiellement les mêmes règles, mais ça reste au niveau de la recommandation, ce n'est pas une obligation. Donc un service numérique sensible, il est défini par plusieurs critères qui ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un bullet point qui répond au service numérique que vous regardez,
c'est-à-dire qui rentre dans le service numérique, la définition du service numérique sensible. Donc un service numérique sensible, ça peut être un service partagé, donc c'est-à-dire que c'est un outil numérique qui est utilisé par plusieurs personnes morales, typiquement le DMP rentre dans ce cadre de définition. Transitivité, les services numériques qui intègrent ces services partagés, donc demain le DPI, puisque vous aurez le lien avec le DMP, qui lui est un service partagé, donc du coup le DPI deviendra un service numérique sensible. Les services proposant un accès web externe au SI, donc ça peut être le cas aussi pour le DPI si vous aviez par exemple accès en télétravail au DPI. Et puis les services non partagés qui sont plutôt sur des dimensions de volume, donc le nombre de patients qui est référencé dans ce logiciel-là, ou le nombre de professionnels distincts qui utilisent le logiciel. Donc voilà, une définition assez large qui englobe quand même pas mal d'outils utilisés au quotidien au niveau des établissements de santé. Sur les thématiques impactées par le référentiel, il y en a 3 grandes catégories. Il y a le répertoire d'identité. Donc pour rappel, c'était les identifiants et les traits d'identité. Les moyens d'identification électronique, avec potentiellement une distinction entre moyens d'identification électronique à usage local et moyens d'identification électronique à usage national, puisque les contraintes ne sont pas forcément les mêmes. Et puis une thématique autour de l'infra et de l'urbanisation, plutôt à destination effectivement des plus grosses structures, où il peut y avoir des logiques de mise en place de SSO et d'IAM centralisées au niveau du SI, et non pas forcément logiciel par logiciel, ce qui pourrait complexifier la gestion des choses. Sur les projets induits, du coup, je vous ai remis un schéma pour ceux qui ont lu la PGSSIS, et ça rappellera des souvenirs, un schéma qui permet, entre guillemets, de définir un peu les temps de traitement de ces différents chantiers en termes de mise en conformité, sachant qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini, hein, mais il y a quand même une suite logique. Donc, il y a une première étape qui est d'enrôlement du professionnel de santé, donc c'est-à-dire de bien l'identifier dans le système informatique, et notamment bien gérer les entrées-sorties, etc., des personnes qui sont au sein de l'établissement. Donc un annuaire à jour au niveau de cet enrôlement RH notamment. Et puis il y a toute la dimension de création d'identité numérique. Une fois qu'on est sûr d'avoir la bonne base de professionnels à jour au sein de l'établissement, il faut créer son identité numérique pour qu'il puisse après avoir à disposition un MIE qui est délivré sur la base de cette création d'identité numérique. Et c'est le couple de ce MIE et de cette identité numérique qui lui permettra de se connecter au système informatique, au logiciel, avec bien sûr une brique intermédiaire qui n'est pas affichée ici, mais qui est indispensable et que vous gérez aujourd'hui, que sont les habilitations par logiciel. Et puis donc le point 4, c'est plutôt effectivement la notion optionnelle autour du SSO notamment. Vous pouvez sauter cette étape-là pour les plus petits établissements, par exemple, où vous n'avez qu'un seul logiciel sensible, et du coup, effectivement, avoir directement un lien entre MIE direct et service numérique utilisé. Et puis, on a fait figurer aussi dans le schéma la brique IAM qui peut être aussi centralisée, comme je l'ai évoqué, dans la logique d'urbanisation. Donc, du coup, si on reprend point par point ces éléments-là, donc sur les étapes 1 et 2, d'enrôlement et de création d'identité électronique, il y a une exigence dans la PCSIS qui va rester telle qu'elle. Alors peut-être qu'il y aura des reformulations, mais en tout cas, l'idée sera la même. C'était l'exigence 27 aujourd'hui, où il y a plusieurs choses qui sont présentées là-dedans. La première, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'avoir un répertoire d'identité locale qui concerne l'ensemble des professionnels de la structure. Donc de connaître l'ensemble des salariés de la structure présents dans l'établissement. Deuxième point, le processus d'arrivée de départ des personnels sont formalisés et appliqués dans la gestion des ressources humaines de la structure. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau des entrées, c'est assez bien géré parce que la personne qui n'a accès à rien, elle va se signaler. Effectivement, la question, c'est plutôt sur les notions de sortie et de bonne gestion des sorties et d'effacement des bases des personnes qui sont plus présentes dans la structure. Troisième point, c'est le répertoire d'identité locale. Donc, le répertoire d'identité locale, pour simplifier,
pour ceux qui ont participé au programme CARE, c'est égal à l'Active Directory. Donc l'idée, c'est de mettre en place un Active Directory qui est synchronisé avec la base RH pour justement être sûr aussi que lui soit à jour. Et puis, dernier point, c'est que lorsqu'une personne est enregistrée dans le répertoire sectoriel de référence, donc pour simplifier, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul qui existe, c'est le RPPS, puisque Adeli a été décommissionné. Donc, à partir du moment où une personne a une identité nationale, il faut la synchroniser avec votre répertoire local, puisque notamment cette identité nationale, c'est ce qui va lui permettre de se connecter et de s'identifier auprès des services nationaux. Donc concrètement, en termes de projet, la première dimension, c'est l'aspect RH, on l'a évoqué. Donc le maintien à jour, la gestion des process, qu'ils soient formalisés, qu'ils soient connus de tous, que ce soit donc formalisé pour que ce soit partagé, etc. La notion d'Active Directory, donc synchronisation, affectation des identifiants au niveau de l'Active Directory, alors locaux, mais aussi nationaux quand il y a un RPPS, effectivement, donc synchronisation. Il y a encore un sujet qui n'est pas mature et qui est travaillé avec l'ANS et les lauréats de l'appel à projet HospiConnect, que sont la gestion des professionnels qui aujourd'hui n'ont pas d'identité nationale, qui n'ont pas de RPPS, mais qui ont potentiellement aujourd'hui accès au DPI. Donc là-dessus, il y a un POC qui est en cours avec les lauréats HospiConnect pour travailler sur un nouvel outil qui est proposé par l'ANS, qui s'appelle ProSanté Identité, et qui sera en fait un agrégateur, un outil agrégateur, une plateforme agrégatrice de toutes les démarches que vous pouvez avoir, RPPS+, gestion des cartes CPS, etc. Donc l'idée, en fait, ça va devenir un peu l'outil référentiel de gestion de ces thématiques d'identité nationale. Je ne rentre pas plus dans le détail, parce que comme ça reste un POC, potentiellement il y a encore des choses qui pourraient bouger, etc. Il y aura sûrement un temps de présentation de l'ANS en temps et en heure de ce sujet-là. Une fois que cette partie, on va dire, sécurisation de l'identification est faite, il faut réfléchir à la notion de moyens d'identification électronique. Dans le cadre de la PGSSIS actuelle, il y avait plusieurs modalités présentées. Il y en avait 4 pour ceux qui avaient lu le document. Demain, ça va se simplifier un peu dans le sens où, en fait, il y aura un choix entre ICPS, qui est la notion qui fonctionne sur ProSanté Connect. Donc, il n'y a pas de processus d'auto-homologation à faire, puisque c'est quelque chose qui est délivré par le national. Donc, la logique de sécurité de ce système MIE est assurée par l'ANS et pas par l'établissement. Par contre, la contrainte de cet outil ICPS, c'est que ceux qui n'ont pas de RPPS ne peuvent pas l'avoir. Donc, du coup, il y a une autre solution qui est proposée, qui est l'utilisation de CPX ou d'autres moyens d'identification électronique de niveau EDAS substantiel ou élevé, validés par l'ANSI, validés par l'UE, ou que vous-même vous auto-homologuez. Par exemple, dans le cadre d'HospiConnect, il y a des établissements qui ont fait le choix d'utiliser le badge de cantine comme moyen d'identification électronique. Et donc là, c'est eux qui ont approuvé l'auto-homologation de ce système-là, puisque bien sûr, le badge de cantine n'était pas validé par l'ANSI, n'était pas validé par l'UE. Donc la contrainte de ce système-là, c'est que c'est l'établissement qui porte la responsabilité de validation de ce système-là. Donc il faut une grande maîtrise de la gestion des risques au niveau de ces éléments-là, et notamment ce qui est préconisé dans le cadre de la PGSSIS, c'est l'analyse de risque via EBIOS Manager, Risk Manager, et du coup de bien se familiariser avec ça pour être garant du niveau de sécurité du MIE proposé. Sachant qu'on reste sur une auto-homologation, il n'est pas prévu d'avoir un guichet d'homologation nationale pour valider les MIE, etc. Sur ce sujet-là, juste une information, donc la ICPS, aujourd'hui l'offre est claire. Sur la partie des autres MIE possibles, l'ANS justement est en train de se servir du RETEX HospiConnect pour mettre en avant les solutions qui ont été utilisées par les établissements lauréats de cet appel à projet pour fournir un catalogue de solutions non exhaustifs, mais au moins qui donne une première vision sur les possibilités possibles d'utilisation MIE dans le cadre d'une logique d'auto-homologation. Donc ça devrait arriver d'ici fin d'année, si tout va bien.
Pour faire le lien avec la compatibilité du MIE choisi en local, parce que tout à l'heure je parlais effectivement juste de la notion de local, et la compatibilité avec les services nationaux. Donc ICPS, si vous faites ce choix-là, avec les contraintes qui existent par rapport au nom RPPS, il n'y a pas de contraintes vis-à-vis des services nationaux, puisque ICPS est accepté par l'ensemble des services nationaux. Sur les autres éléments, il faut retenir qu'il y a deux notions essentielles pour pouvoir utiliser ce MIE dans le cadre de services nationaux. C'est la compatibilité avec ProSanté Connect, parce que c'est l'élément central de connexion, ProSanté Connect, au niveau des services nationaux. Et deux, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, que le MIE soit en capacité de transmettre, ou de le MIE, en tout cas le service destinataire, soit en capacité de récupérer l'identifiant national de la personne qui se connecte. Parce que l'objectif derrière, effectivement, c'est de pouvoir tracer qui a utilisé le service, et notamment dans le cadre de la consultation DMP, qui a consulté le dossier patient nominativement. Donc une personne qui n'a pas d'identité nationale ne pourra pas accéder aux services nationaux. D'où le projet ProSanté Identité pour essayer d'élargir le périmètre RPPS à d'autres professionnels qui aujourd'hui auraient ces besoins d'accès à des services nationaux. Je vais juste faire la petite phrase en orange. Donc effectivement, pareil là-dessus, sur cette dimension-là, il y aura un catalogue de solutions compatibles ProSanté Connect. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que la ICPS et CPS qui sont compatibles ProSanté Connect. Demain, c'est d'élargir l'offre ProSanté Connect compatible avec les MIE qui potentiellement ont été travaillés au niveau d'Hospi Connect et qui feront le choix des établissements qui vont rentrer dans la démarche, ce qu'on appelle 2FA. Sur la logique de SSO, donc ça reste une situation optionnelle, hein, notamment pour les petits établissements, il n'y a pas forcément besoin de mettre du SSO si par exemple il y a juste besoin de sécuriser le service sensible qu'est le DPI et qu'il n'y a pas d'autres outils sensibles à protéger. Du coup, sur cette dimension-là, ce qu'il faut retenir en synthèse, il y a d'autres éléments mais qui nécessitent davantage de maturité aussi au niveau national sur ces thématiques-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être intéressant effectivement d'avoir cette brique, ce fédérateur d'identité qui va vous permettre en fait d'appeler les services numériques en rebond sans forcément nécessiter des reconnexions systématiques dès que vous changez d'outil, etc. Et d'avoir à chaque fois à se réidentifier. Donc ça peut être intéressant dans cette dimension-là. Et surtout, l'avantage de cette brique SSO, c'est qu'aujourd'hui, l'ANS impose à travers la PGSSIS d'utiliser le standard protocole OpenID Connect qui est compatible avec ProSanté Connect. Donc, c'est-à-dire que demain, si vous faites par exemple le choix d'un MIE, il faudra d'ailleurs, je pense, faire le choix d'un MIE compatible ProSanté Connect, la connexion aux outils numériques se fera de manière transparente, puisqu'en fait, votre fédérateur d'identité locale sera capable de communiquer avec ProSanté Connect, puisque vous fonctionnez sur la même technologie, le même protocole OpenID Connect. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la partie SSO. On aura l'occasion d'en reparler quand le sujet sera aussi plus mature en termes d'urbanisation, etc. et de préconisation au niveau de l'ANS, parce qu'il y a des réflexions aujourd'hui sur ce caractère justement optionnel. Quels établissements vont être concernés ou pas en fonction de la taille, de la criticité des établissements, etc. Donc là-dessus, ça fera partie des nouveaux volets potentiellement. Sur l'IAM aujourd'hui, un peu dans la même idée, donc ça reste une dimension pour le coup purement optionnelle et il n'y a pas de contraintes aujourd'hui au niveau des établissements. Ça deviendra peut-être dans la nouvelle version. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui aussi ici, c'est que ces IAM, ça peut être intéressant pour des structures qui ont plusieurs logiciels et plusieurs habilitations à gérer, d'avoir une brique centralisée de gestion dans lequel il y aura des profils utilisés et derrière, à travers ces profils, de pouvoir gérer les habilitations en centralisé plutôt que d'aller gérer les habilitations à la maille du logiciel, ce qui nécessite potentiellement du paramétrage dès qu'il y a un nouvel entrant, d'aller faire la matrice d'habilitation et le reparamétrage d'habilitation de ce professionnel-là, pardon, je vais y arriver, logiciel, alors que là, avec une brique centralisée, vous faites qu'une fois et ça s'applique à tout le monde, à tous les logiciels qui sont greffés sur cette brique-là. Pour aller plus loin, je vous l'avais déjà partagé par mail dans le lien d'inscription webinaire. Donc il y a aujourd'hui, vous l'avez entendu, un programme Hospi Connect qui va se terminer fin du mois, fin octobre,
dans lequel justement les établissements ont pu tester des MIE pour voir ce qui marche pas, etc. Et tout ça aboutit à un guide qui est co-rédigé avec l'ANS et les lauréats pour amener un peu de dimension concrète sur comment mener le projet. Voilà, il y a des tips du terrain qui sont amenés dans ce guide-là pour déjà d'une part regarder quelles sont les premières questions à se poser, comment amener la réflexion par rapport à toutes ces thématiques-là. Et puis une fois que les réflexions sont en œuvre, effectivement, comment on passe à la mise en œuvre, quels sont les freins qui sont rencontrés et comment ils ont pu surmonter ces freins-là. Donc voilà. Donc c'est un guide qui est disponible aujourd'hui, donc vous avez le lien sur lequel vous pouvez faire vos commentaires aussi. Il y a un espace de commentaires possiblement. Et puis donc ce guide va continuer à vivre jusqu'à la fin du programme Hospice Connect et sûrement jusqu'à la fin d'année, le temps de rajouter les rétextes des derniers mois. Donc là, c'était un petit point au-delà de ce que vous pouvez faire à travers la remontée d'informations via la plateforme. On est aussi preneur côté région d'avoir un rétexte des établissements qui sont potentiellement plus matures. Donc ceux qui étaient dans les 7% tout à l'heure et qui avaient potentiellement déjà défini la stratégie et commencé à faire de la mise en œuvre pour discuter avec vous sur ce que vous avez pu commencer à faire, les problèmes que vous avez rencontrés. Parce que c'est pas parce que vous ne faites pas partie du programme Hospice Connect que vous ne pouvez pas non plus remonter les éléments à l'ANS pour aussi contribuer à cette réflexion collective et faire en sorte de transformer l'offre ANS aussi sur ces thématiques-là. Le programme Hospice Connect a eu cette vertu-là, c'est de faire évoluer aussi l'offre nationale pour vous faciliter la vie. On arrive à la dernière partie, en termes de timing, on est plutôt pas mal, sur la notion de Ségur numérique et Open 2. Alors, donc là, on était beaucoup sur la dimension PGSSIS. Pourquoi ça nous intéresse au niveau de l'équipe Ségur et de mon côté sur le programme de financement Open 2 c'est qu'en fait, les logiciels Ségur Vague 2, ils vont amener des nouvelles fonctionnalités de consultation intégrées DMP. C'est-à-dire que demain, la connexion et l'accès aux documents de santé DMP ne se fera pas via la plateforme web PSDMP, ne se fera pas via un lien contextuel qui est proposé par certains éditeurs, il se fera directement depuis le DPI. Donc en fait, c'est le DPI qui porte la responsabilité d'accès aux données. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de sécuriser le DPI et bien respecter les règles PGSSIS. Le programme Open 2, il va porter financièrement cet effort que vous allez devoir faire, effectivement, parce que c'est un effort qui est technique, mais qui est organisationnel aussi. Donc il y a beaucoup de travaux organisationnels à mener derrière ça. C'est potentiellement peut-être l'un des gros chantiers de cette vague 2 en termes de préparation, avec le consentement, la consultation, etc. Donc il y a besoin d'avoir des financements pour vous, pour supporter cette charge de travail et couvrir des coûts RH, puisque vous allez impliquer des ressources humaines dessus, et des coûts financiers, parce que potentiellement les MIE ont un coût d'achat, les infrastructures associées à l'utilisation de ces MIE ont un coût d'achat. Donc du coup, le programme Open 2 viendra couvrir une partie de ces frais-là. On restera dans la même idée qu'on a eue dans le cadre du programme Open 2 phase 1, c'est que ça couvrira une partie ou la totalité des frais engagés. Mais ça ne couvrira pas plus que ce que vous avez pu engager. On restera dans la même logique que ceux qui ont utilisé le programme Open 2 phase 1. Alors, du coup, la consultation DMP, elle a une petite particularité par rapport aux autres services nationaux. On l'a évoqué tout à l'heure, les services nationaux, on disait que la référence c'était ProSanté Connect pour s'y connecter. Donc sa compatibilité en tout cas ProSanté Connect. Après le MIE qui est en usage primaire, il faudra qu'il soit compatible, mais il est à votre main. Donc le WebPS DMP aujourd'hui c'est ProSanté Connect. L'appel contextuel c'est ProSanté Connect. Pour rappel, l'appel contextuel, c'était pas une exigence vague 1 du Ségur, c'était plutôt à la discrétion de chaque éditeur de dire est-ce qu'on propose cette fonctionnalité ou pas. Demain, dans la vague 2, sera proposée par tous. Aujourd'hui, à date, c'est plutôt une offre éditeur. Demain, dans le cadre du SONS vague 2, il y aura possibilité de faire du ProSanté Connect. Donc là, vous restez dans la lignée de la mise en conformité PGSSIS, mais cette conformité va prendre du temps. Elle va prendre du temps et la consultation DMP va arriver quand même assez vite parce que les logiciels vague 2, ils vont arriver sur le terrain 2026, début 2027.
voire avant, pour ceux qui ont fait des commandes assez tôt et qui ont été dans les premiers à être installés. Donc du coup, il avait été étudié dans le cadre du SONSVAC 2 la possibilité de vous offrir l'accès à la consultation DMP via un système qui s'appelle R, donc qui est porté par l'assurance maladie, et qui permet de vous affranchir d'une connexion par ProSanté Connect. Donc du coup, par contre, la contrainte de l'identifiant national, elle reste vraie. Il faut qu'on arrive à tracer nominativement qui a regardé le DMP, etc. Et par contre, vous n'avez pas la contrainte du MIE, entre guillemets, au niveau du concept R. Donc sur cette partie R, je vais laisser la parole à l'assurance maladie pour les slides suivantes, puisque comme c'est eux qui portent cette logique d'autorisation, c'est eux qui vont vous présenter cette dimension-là. Je ne sais pas si tu es là, Merci Carole. beaucoup, Damien. Oui, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bonjour à tous, merci Damien. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis Carole Leduc, je suis référente régionale e-santé à l'assurance maladie Bourgogne-Franche-Comté. Je suis également accompagnée de Déborah Delaya, qui est manager régional des délégués du numérique en santé, qui sont donc les personnes qui accompagnent les professionnels de santé à l'assurance maladie sur les sujets numériques. Et donc, dans le prolongement de ce que vient de présenter Damien, l'idée, c'était de vous présenter le service plus spécifiquement R, puisque c'est effectivement un service qui est proposé par l'assurance maladie. Donc, R signifie authentification indirecte renforcée. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement une solution technique sécurisée qui permet la consultation du DMP sans carte professionnelle, donc sans carte CPS ni ICPS, grâce à un système d'authentification indirecte qui passera via le système d'information de l'établissement. Donc le petit schéma qui est affiché à l'écran montre bien la logique, de toute manière, qui a commencé à décrire Damien. Le professionnel de santé, lui, est bien identifié par son numéro RPPS et s'identifie dans le système d'information de l'hôpital qui lui-même, en fait, s'identifie auprès du service DMP via son certificat serveur. Si on passe à la diapo d'après, pour avoir accès à ce service, il y a plusieurs prérequis à respecter, qu'a évoqué également un petit peu Damien dans les grandes lignes. Le premier, c'est d'avoir un logiciel qui est compatible R. Donc le fait que ça soit compatible R, ça fait l'objet d'une homologation au niveau du Centre national de dépôt et d'agrément, donc du CNDA. Sachant que par construction, tous les DPI qui vont être référencés SegurVac 2 auront l'obligation d'être homologués CNDA pour le service R. Donc ça, c'est un premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir une authentification à double facteur. Donc, comme ce qui a été expliqué, le fait de combiner 2 facteurs d'authentification parmi les 3 critères que sont la connaissance, la possession et la biométrie. Et enfin, il faut respecter de manière plus globale le référentiel d'interopérabilité du DMP. Donc, ça, c'est un texte qui est réglementaire, qui définit un certain nombre d'exigences sur l'usage du DMP et l'interopérabilité, et qui vise notamment dans son chapitre 6 des éléments qui sont plus spécifiques à l'utilisation du mode R. Donc, dans les exigences générales, on retrouve des éléments que vous connaissez déjà sur tout ce qui est information et consentement du patient, la matrice d'habilitation d'accès au DMP des différents types de professionnels, les traçabilités d'accès, etc. Et sur la partie R, on va avoir des éléments plus spécifiques sur l'obligation de transmettre le finesse géographique de l'établissement qui consulte, le RPPS du professionnel de santé qui consulte, d'intégrer également un paragraphe lié aux exigences du DMP dans le contrat qui lie l'éditeur à la structure. Donc on a des éléments qui viennent sécuriser un peu toute l'utilisation du dispositif R simplifié. Donc, si ces prérequis sont respectés, on va pouvoir enchaîner sur l'étape de la contractualisation avec l'assurance maladie. Donc ça, c'est une étape qui est obligatoire pour vraiment enclencher l'utilisation concrète du mode R. Donc l'idée, c'est de passer à une contractualisation entre l'établissement de santé et l'assurance maladie. Cette contractualisation, elle passe via ce qu'on appelle, nous, un portail de contractualisation, qui est vraiment une interface web dont vous voyez l'adresse s'afficher à l'écran.
Et cette interface, pour l'utiliser, il y a deux étapes clés à respecter. La première, c'est il faut avoir un rendez-vous avec l'assurance maladie. Donc, en général, ça va être les délégués du numérique en santé qui vont gérer ces rendez-vous avec vous pour donner l'accès au portail de contractualisation au responsable légal de la structure ou alors à son mandataire. Une fois que la carte CPX du responsable légal sera enregistrée dans le back-office du portail de contractualisation, le responsable sera en mesure de lui-même se connecter au portail sur une interface personnalisée de son propre profil et de pouvoir engager des signatures pour les structures géographiques sur le portail en toute autonomie. Donc, c'est vraiment le responsable de l'établissement ou son mandataire qui va devoir se connecter sur le portail, renseigner des informations, enclencher la signature de contrat et ensuite le contrat sera réputé valide et sera enregistré dans les bases. Une fois que le contrat sera enregistré dans les bases, il y aura un paramétrage au niveau du SIDMP pour permettre à ce que le certificat, enfin le numéro du certificat de la structure soit reconnu par le service DMP et que soit autorisée la consultation du DMP. Le point qui est très important à noter, c'est que la contractualisation, une fois que le responsable de l'établissement s'engage sur la contractualisation, il s'engage par là même à respecter l'ensemble du référentiel DMP et de ce fait à faire une sorte d'auto-homologation du respect du référentiel DMP. Donc en fait, il engage sa responsabilité en contractualisant via le portail, même s'il le fait en toute autonomie. Donc l'idée, en fait, nous, on travaille bien sûr en très proche collaboration avec l'ARS et le GRAD sur tous ces sujets-là, parce qu'évidemment, il y a des synergies entre nos missions respectives. Donc, ce qui est dessiné comme schéma au niveau régional, c'est que c'est bien l'ARS et le GRAD qui vous accompagnent sur tous les programmes de financement et sur toute la mise en place des moyens d'identification, du respect des prérequis du référentiel DMP, tout ce qui a trait à ces référentiels d'exigence. Et une fois que les prérequis sont bien sécurisés et que vous pensez en conformité avec le référentiel DMP, c'est là où intervient l'assurance maladie pour vraiment vous accompagner sur la procédure de contractualisation en elle-même, avec l'intervention d'un délégué du numérique en santé qui prendra attache avec vous pour convenir d'un rendez-vous et ensuite vous enregistrer dans la base du portail pour vous permettre de contractualiser en autonomie. Voilà. Merci Carole. Juste pour aller plus loin sur ce sujet-là, je vous l'avais aussi partagé dans l'invitation webinaire. Il y a un guide de consultation DMP qui est tout frais, qui est sorti il y a 3 semaines, dans lequel les principes de consultation DMP sont rappelés sous un format, on va dire, le pratico-pratique et ludique, qui est le terme DICA. Donc en fait, pour avoir accès au DMP, la consultation DMP, il faut d'une part la disponibilité du DMP. S'il n'existe pas, vous n'allez pas pouvoir le consulter. L'identito-vigilance, INS. Donc ça, c'est les mêmes prérequis que l'alimentation DMP. Il y a l'INS qualifié. Le consentement patient. Donc ça, effectivement, c'est une notion nouvelle par rapport à ce que vous avez pu connaître en vague 1. On était plutôt sur une non-opposition. Là, on est vraiment sur un consentement explicite du patient. L'authentification 2FA, on en a largement parlé, c'était l'objectif de ce webinaire-là. Et puis, donc, les habilitations DMP, puisque, effectivement, la matrice d'habilitation DMP, en fonction du profil du professionnel qui va consulter le DMP, il aura accès à différents types de docs selon son profil. Il faut qu'il soit autorisé à accéder au DMP. Du coup, j'ai pas vu s'il y avait des questions là déjà dans le chat. Ah. Je vais voir. Il y a une question opérationnelle sur savoir si un professionnel qui n'est pas dans la base RH peut tout de même être présent dans un autre référentiel, donc savoir l'IAM ou autre. Effectivement, ça va être une question d'URBA sur l'enregistrement des comptes. On va plutôt être quand même sur une tendance de centralisation pour fédérer et créer une seule identité de professionnel. C'est exactement ce qu'on a fait sur le pan usager. Du coup, on s'est aligné à la PGSI. Donc, on va créer une seule identité qui serait du coup propagée au travers du SSO et donc bien évidemment par l'IAM, sur la gestion des habilitations. Donc, on serait plutôt sur une notion de centralisation. Là, c'est vraiment une question d'urba et d'archi, un petit peu à construire en fonction du contexte.
Ça amène aussi une discussion par rapport à ça. Je pense que peut-être qu'il y a la discussion aussi derrière des intérimaires, etc. Et ça, c'est encore en travail au niveau national sur cette dimension intérimaire, etc. Et comment on peut gérer parce qu'ils sont pas forcément dans la base RH pour le coup. Et donc, du coup, ça amène des questions. C'est tout en question? En chat. Ouais, ok. Ok. C'est bien ça. Alors sur le médico-social, alors la PGSSIA s'applique à tous, hein, on l'avait dit en introduction, donc le médico-social effectivement en fait partie, donc c'est globalement les mêmes règles effectivement. Il faudra un identifiant national pour accéder aux services nationaux, et puis il faudra effectivement sécuriser les accès aux services sensibles via les systèmes de 2FA qui ont été évoqués aujourd'hui. Consentement patient, un consentement patient pour que l'établissement puisse accéder à son espace santé, c'est un consentement patient dans lequel s'il joue un pour un professionnel en particulier puisse accéder à son espace santé. Non, alors, sur la partie consentement, c'est bien pour que, au niveau d'une structure, le consentement, il va avoir deux périmètres. Le périmètre épisode de soins, ça sera à définir par la structure, et le périmètre équipe de soins. En fait, dès l'instant qu'un patient vient au sein de la structure, dans le cadre de son épisode de soins par l'équipe de soins qui le prend en charge, il faut un consentement qui sera référencé au niveau des logiciels SONS Vague 2 par une coche qui donnera accès du coup, au DMB. Là, on est plus sur une phase organisationnelle aussi sur qui récolte le consentement. Est-ce que c'est au niveau de l'accueil administratif? Est-ce que c'est par un autre moyen, etc. Et ça, ce sera à la main du structure. Et le consentement concerne un épisode de soins dans un cercle de soins. Peut-être en plus préciser qu'on a lancé du coup des actions par rapport à ça. Donc, on a sollicité des actions qualité et vous étiez en normalement du message. Il y a un groupe de travail qui a lieu demain matin. Et il y aura un webinaire du coup dans un mois sur le sujet pour justement aider à déflorer un peu la question. Ouais, ce sujet consentement est un vrai volet organisationnel qu'il faut travailler effectivement. Du coup, il y a deux questions complémentaires. Une première, toujours sur les identités électroniques par rapport aux professionnels qui ne seraient pas connus par la base RH. Et effectivement, en fait, la démarche, elle est globale. C'est tous les professionnels qui doivent intervenir, qui ont accès aux services numériques, doivent être inclus dans cette démarche de RIE, de MIE, qu'on soit par un parcours RH, un parcours d'âme, un parcours externe, un parcours temporaire, et bien sûr, quels outils on a pour accéder aux services numériques. La question qui est dans le chat est très intéressante. Merci pour cette question. Effectivement, la logique d'avoir une identité nationale, elle est utile si le professionnel de santé doit avoir accès à des outils numériques nationaux. Donc, une personne qui a potentiellement juste le cas d'usage d'accès au DPI, au DUI, il n'y a pas forcément besoin qu'il ait une identité nationale, parce que de toute façon, vous, en local, vous êtes capable d'identifier avec l'identité locale qui s'est connecté au DPI, qui s'est connecté au DUI. Donc, pour répondre à la question, voilà, le RPPS et l'identité nationale est vraiment utile que si l'utilisateur a vocation à aller consulter des services nationaux type DMP. Alors, sur la notion d'API ProSanté Connect, dans le cadre de la vague de SONS, ce n'est pas une fonctionnalité de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette API ProSanté Connect, elle pourra être proposée par l'éditeur, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est demandé systématiquement dans le cadre des logiciels Ségur Vague 2. Donc c'est pour ça qu'il y a la possibilité effectivement de faire le mode R, qui vient s'affranchir de cette contrainte de ProSanté Connect. En fait.
Alors après, pour la deuxième partie de la question, sur la notion de est-ce qu'il faut utiliser R ou API pour Santé Connect si les deux sont utilisés par le logiciel, ça va dépendre en fait de votre MIE choisi. C'est-à-dire que votre MIE choisi, si c'est pas la ICPS, il y aura un temps entre le moment où vous allez faire une décision de MIE pour vous connecter au DPI et le temps où ce MIE va être au niveau national validé comme compatible ProSanté Connect. Au-delà de la décision, il faudra que techniquement ça se fasse. Donc c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement à terme effectivement une compatibilité ProSanté Connect, mais dans un premier temps, je pense qu'il y aura besoin de R puisque la compatibilité ProSanté Connect ne sera pas forcément assurée. Donc c'est plus une dimension de temporalité que de préconisation R ou API ProSanté Connect, quoi. Un DPI sans MFA qui se connecte au DMP est une infraction donc. Alors, de toute façon, si entre guillemets, votre DPI, il n'y a pas de système d'identification, de toute façon, vous ne pourrez pas accéder au DMP puisqu'il n'y aura pas la transaction d'identité nécessaire pour y accéder. Donc, ça sera bloqué, donc vous n'y aurez pas accès. Et auquel cas, vous auriez un MIE, on va dire, qui ne respecte pas les standards PGSSIS, c'est effectivement vous qui vous exposez à un problème de droit d'accès, puisque c'est vous qui avez auto-homologué le fait que vous considériez que ce MIE était valable pour faire de la consultation, un accès DPI et donc un accès DMP. J'ai une question là-dessus. J'ai une question. Oui. Alexandre de Beaune. Merci pour votre présentation qui est très claire. J'ai bien compris que pour la RPPS, et notamment la RPPS+, c'est-à-dire même l'aide-soignante, même la femme de ménage devrait avoir une carte ICPS. La carte ICPS est basée sur la possession d'un smartphone pour s'identifier. Or, quand je constate dans un service de soins, les gens ils sont en bouse et la direction des soins leur interdit d'avoir un smartphone. Et les syndicats rajouteraient un smartphone fourni par l'établissement. Donc, comment faire de l'ICPS quand on a besoin d'avoir un téléphone sur soi? Exactement. C'est pour ça que justement dans la slide que je vous présentais sur le choix du MIE, vous avez la ICPS, qui est effectivement l'offre de base que vous proposez aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de définir vous-même votre système qui va servir de déverrouillage d'accès au DPI. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y en a qui ont fait le choix des badges de cantine, il y en a qui ont fait le choix de clés FIDO, il y a plusieurs solutions qui existent et c'est à vous de définir quelle est la meilleure solution. Donc là, pour vous aider, il y aura à un moment donné un catalogue effectivement proposé par l'ANS pour vous orienter sur une offre utilisée par d'autres établissements de santé. Effectivement, la ICPS est une solution, mais elle n'est pas exclusive. Il y a d'autres possibilités de le faire. Donc, s'orienter déjà vers un MIE autre. Pour une logique d'ergonomie, en fonction des contraintes établissements, tout à fait. Il y en a qui ont fait le choix quand même de la ICPS, mais après, c'est chacun qui est responsable de son choix, et puis notamment de la contrainte terrain de chaque établissement. J'ai entendu en tout cas que la flottante via email, par exemple, c'était interne, raison de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne recevrait plus l'OTP que par SMS. La problématique aussi, c'est sont captés dans les établissements de santé en particulier. Zéro problème sur les vidéos, et eux, ça tourne sans problème. Le problème, c'est la difficulté de recevoir un SMS des fois, conditions techniques de réception. Le problème, une carte avec autant que c'est pas si simple que ça à faire, donc ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, donc l'idée effectivement, c'est l'ANS a vraiment cette vocation à fournir ce catalogue de solutions utilisées par les lauréats HospiConnect, et puis en essayant de présenter les avantages et inconvénients de chacune des solutions, les freins qui ont pu être rencontrés en fonction de chacune des solutions outillées pour que vous ayez un éclairage sur le choix que vous pourriez faire. Est-ce que dans les établissements qui ont fait les tests là, HospiConnect, il y a des gens Non, il n'y a personne. La région Bourgogne-Franche-Comté n'avait pas de lauréat HospiConnect.
Ça a été fait dans d'autres régions, mais pas forcément en Bourgogne-Franche-Comté. Juste pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que... ouais. C'est juste sur les prochaines étapes par rapport à ce sujet-là. Et on en aura terminé. Donc sur les prochaines étapes, de notre côté, ARS Grad, on va vous diffuser d'ici fin d'année un questionnaire un peu plus complet que ce qu'on a fait en début de séance sur votre niveau de maturité PHSSIS, pour notamment s'en servir comme entrant pour notre accompagnement et comprendre où vous en êtes, adapter notre offre d'accompagnement, notamment côté grade, pour pouvoir travailler avec vous sur ces aspects-là, sur les différents chantiers qu'on a pu voir. Et voilà. De votre côté, il y a des choses qui peuvent d'ores et déjà être travaillées, pour ceux qui n'ont pas déjà commencé. Notamment sur les aspects organisationnels, donc en termes de sécurisation des processus RH, on l'a vu tout à l'heure, la notion de bonne gestion de l'Active Directory et la bonne gestion des habilitations. Deuxième point, c'est d'ores et déjà commencer à réfléchir à la stratégie MIE, sans forcément aller jusqu'à la mise en œuvre pour deux éléments. La première, c'est que un peu du fait des financements Open 2 phase 2, vous aurez le droit de prendre en compte dans le cadre d'Open 2 les frais engagés sur l'année 2026, puisque l'instruction est censée arriver décembre. Donc si vous commencez à engager des frais trop tôt, vous ne pourrez pas les déclarer dans le programme Open 2. Donc ça, soyez plutôt vigilants là-dessus. Par contre, ça n'empêche pas de commencer à réfléchir à votre stratégie en espérant que le catalogue de solutions ANS n'arrive pas trop tardivement non plus pour vous permettre aussi de réfléchir de manière plus éclairée sur ces sujets-là. Et troisième sujet, c'est commencer à réfléchir sur la stratégie infra et urba. Donc là, pareil, même idée, ça amène potentiellement des frais engagés là-dessus sur cette thématique-là. Donc privilégiez plutôt les frais en 2026, mais par contre commencez d'ores et déjà à réfléchir si vous voulez mettre en place ces systèmes SSO ou IAM dans une logique de gestion centralisée, ou si vous préférez rester sur des logiques de connexion logiciel par logiciel. Et on a dépassé 2 minutes. Je vous propose de clôturer le webinaire. Merci à tous pour votre participation. Donc, il y aura la diffusion du support dans la foulée. Et puis, il y aura un replay disponible pour si vous avez des collègues qui ne pouvaient pas suivre le webinaire. On mettra le replay en ligne sur YouTube et notamment la chaîne ARS. Merci à tous.